Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois grandir avec des parents en souffrance psychique. Cathy Collier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec Frédéric Van Leuven, vous avez écrit ce livre Grandir avec des parents en souffrance psychique aux éditions Academia l'Harmattan. Pourquoi ce livre ? Alors ce livre pour vraiment donner une place importante aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes qui ont grandi avec des parents en souffrance psychique et qui souvent sont encore trop peu pris en compte dans la prise en charge, la prise en soin de leurs parents. Et ces enfants, parce que vous avez le sentiment que quelque part ils sont mis de côté, ils ne sont pas intégrés dans le processus ? Alors je pense que ce que moi j'ai constaté, et ma collègue Frédéric Van Leuven également, c'était la difficulté que les adultes pouvaient avoir à échanger avec l'enfant sur ce sujet de la souffrance psychique. Et donc, par exemple, dans les hôpitaux, ça change maintenant quand même assez bien, mais dans les hôpitaux psychiatriques, où les parents parfois doivent être hospitalisés, l'accueil de l'enfant n'est pas toujours pensé. Et aussi, parfois, dans les centres de consultation, l'enfant accompagne souvent son parent qui ne va pas bien. Et on se rendait compte que ces enfants, finalement, n'étaient pas tellement pris en compte. On ne s'adressait pas à eux, alors qu'ils étaient là et qu'ils sont là au quotidien, les premiers témoins de la souffrance de leurs parents. Qui sont ces parents exactement en souffrance psychique quand on parle d'eux ? Alors, ce sont des parents, le terme souffrance psychique, effectivement, est assez large et on l'a voulu ainsi, de manière à ne pas être trop désignant. Mais la souffrance psychique, c'est vrai que ça recouvre un panel de difficultés personnelles que certains nomment parfois la dépression, ponctuelle ou chronique, mais parfois des situations plus complexes, certaines décompensations qui peuvent amener effectivement à des hospitalisations pendant parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est de quoi ces enfants souffrent-ils alors ? Quels sont les symptômes qu'ils ont eux ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certaines situations, les enfants, finalement, vont parfois développer un symptôme qui n'est pas nécessairement leur symptôme, mais qui est un symptôme qui va ouvrir la porte à une démarche pour le parent qui, lui, est en souffrance. Donc, ce que l'on observe, ce sont des symptômes qui peuvent être des troubles scolaires, des troubles du sommeil, etc., si on va du côté du symptôme. Mais ce qui nous a semblé intéressant, c'était justement d'entendre ces difficultés que l'enfant peut manifester comme étant parfois des portes d'entrée pour aborder quelque chose qui n'était pas abordé. Et où surtout, ce qui nous semblait important, c'était d'essayer de l'aborder, cette fameuse maladie, encore taboue, avec l'enfant, avec le langage de l'enfant. Alors, je reprends souvent cette expression quand on parle d'une maladie taboue, d'un enfant qui disait « mais c'est peut-être tabou parce qu'on dit que c'est tabou ». C'est-à-dire que, quelque part, cet enfant soulève une question pour nous fondamentale, qui nous est apparue fondamentale à Frédéric Van Leuven et à moi-même, c'était que nous avons tendance à penser que l'enfant ne peut pas parler de ce qui se passe pour son parent, soit parce qu'il est tenu au secret, parce que c'est vrai que ces maladies sont souvent l'objet de honte, de malaise de la part des parents, ou parce qu'effectivement, ils ont peur aussi des regards des autres. Mais en fait, le souci n'est pas tellement que l'enfant n'est pas autorisé à en parler, c'est que peut-être l'enfant ne rencontre pas suffisamment sur son chemin de personnes adultes qui créent les conditions d'un échange avec lui sur ce sujet de la souffrance du parent, qu'ils observent. Ces enfants, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas parfois un peu la béquille de leurs parents ? Est-ce que ce sont des enfants qui se parentifient aussi ? Oui, tout à fait. La notion de béquille est importante dans ces situations, surtout lorsque le parent est seul, c'est-à-dire dans des familles monoparentales. Les enfants sont amenés à prendre en charge, dans certaines situations, toute une série de choses pratiques. Ils sont aussi souvent, comme on dit, la grande oreille, un peu le thérapeute de leurs parents qui parfois vient se confier, parfois un peu trop, à cet enfant qui est parfois très très jeune, et ces enfants prennent en charge aussi souvent, quand il y a une fratrie, les enfants plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de parentification, mais je pense que ce qui est important dans la parentification n'est pas nécessairement destructrice. Ce qui est surtout important, c'est que l'enfant ne soit pas amené à avoir des tâches démesurées par rapport à son âge, mais surtout qu'il soit reconnu dans ce qu'il donne. Et ça, c'est vraiment une notion fondamentale qui, au fond, que l'on retrouve tout au long de notre livre, qui est la question fondamentale de la reconnaissance du vécu de l'enfant,
à la fois en ne banalisant pas ses souffrances à lui, ce qu'il doit traverser dans ces situations-là, mais sans non plus dramatiser, c'est-à-dire d'essayer aussi d'aller solliciter les ressources. Et les enfants, d'ailleurs, souvent témoignent de ressources, et c'est intéressant de chercher avec eux quelles sont les ressources qu'ils ont, qui sont parfois aussi dans le milieu élargi, dans la famille élargie. Ça, c'est extrêmement important pour nous de ne ni banaliser, ni dramatiser, et donc de reconnaître, la reconnaissance, c'est finalement d'allier ces deux pôles et de reconnaître l'enfant comme aussi personne ressource dans ces situations. Et comment est-ce que vous aidez justement l'enfant qui, quelque part, est dans l'oreille de ses parents, entend des choses qu'il ne devrait normalement pas entendre à cet âge-là, pour soutenir justement ses parents? Comment est-ce qu'on accompagne ces enfants-là alors? Il y a de multiples façons, mais une des façons, en tous les cas, qui je trouve est très très précieuse, c'est d'entrer dans le langage de l'enfant. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir l'accompagner, évidemment, avec sa famille, en intégrant la famille, dont le parent aussi, bien sûr, en souffrance. Parfois, ça n'est pas possible. Mais essayer de valoriser toujours la présence de l'ensemble de la famille me semble vraiment fondamental. Mais en tout cas, par rapport à l'adresse à l'enfant, il y a quelque chose et qui est parfois compliqué pour les adultes, même pour les thérapeutes, parfois d'adultes, c'est de vraiment utiliser le langage de l'enfant, qui est un langage de jeu, qui est un langage métaphorique. Et donc, souvent, l'enfant nous lance des perches. C'est ça. Est-ce que l'enfant, justement, vous propose des pistes de réflexion dans votre recherche que vous avez menée en interviewant ces enfants? Est-ce qu'il vous offre des pistes de réflexion par rapport à leur situation? En tout cas, il nous sollicite à aller vers eux. Je pense toujours à ces enfants qui, par exemple, mettent en scène avec des jeux ou nous interpellent, par exemple, à partir de dessins qu'ils font avec nous et avec leur famille. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Donc les pistes qu'ils nous donnent, c'est en général de nous inviter à oser nommer les choses. Ce que nous, en tant qu'adultes, nous n'osons parfois pas faire suffisamment. Et quel regard ils portent sur leurs parents en souffrance? Alors, je pense que c'est un regard qui est à la fois un regard de soutien. Je pense que beaucoup d'enfants sont avant tout, comme beaucoup d'enfants, dans l'attention, dans la loyauté à leurs parents, dans une recherche de soutien, mais aussi, bien sûr, dans un regard qui peut être un regard fait d'embarras, fait de colère, fait de tristesse, fait de gêne, fait de honte aussi. Et que c'est un peu toutes ces émotions-là aussi qu'on doit pouvoir accueillir. Mais je pense que l'enfant est quand même toujours dans une dimension, fondamentalement, l'enfant est dans une recherche d'aide. Il y a une capacité d'empathie chez l'enfant tout petit. On s'est rendu compte qu'un enfant tout jeune avait une capacité d'empathie vraiment impressionnante, qui nous échappe souvent et qui est très précieuse. Et ces enfants, est-ce qu'ils retrouvent l'équilibre finalement quand ils traversent la maladie de leurs parents? Alors je pense que certains, oui, et certains plus difficilement. Je pense que ce qui va vraiment être des piliers, on parle beaucoup de la résilience, donc de la capacité de transformer une expérience douloureuse en expérience de vie. Je pense que ce qui va vraiment supporter l'enfant, je dirais, ce sont les trois piliers fondamentaux, qui sont donc la reconnaissance par un entourage. Ça veut dire aussi pouvoir bénéficier d'un entourage, pouvoir sortir de l'isolement dans lequel ces familles sont souvent enfermées, pouvoir effectivement créer donc une possibilité d'échange. Parfois d'ailleurs pas avec des adultes, aussi avec des amis, des pairs, PIRS, et aussi profiter et bénéficier de supports de création. La création et la créativité, très développée chez l'enfant, est aussi un support magnifique pour les aider à transformer certaines de ces expériences douloureuses. Et cette créativité, on peut la susciter? Oui, bien sûr, et je pense que c'est nécessaire, à la fois de partir de ce qu'eux nous proposent, que l'enfant est un joueur, il aime jouer et il nous cherche à jouer avec nous, mais c'est extrêmement important que nous aussi, nous mettions à sa disposition des supports de créativité qui favorisent les échanges sur ce thème. Cathy Collier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ce livre. Je rappelle, Grandir avec des parents en souffrance psychique, livre que vous avez coécrit avec Frédéric Van Leuven et paru aux éditions Academia l'Harmattan. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.